récente étude a démontré que le nombre de Canadiens se considérant comme étant stressés financièrement a grimpé à 41% contre 37% en 2023, tandis que celui se considérant comme étant à l'aise financièrement a diminué à 28% contre 32% l'année passée. Tu regardes sûrement cette vidéo parce que tu vis au Canada ou bien tu as l'intention de venir t'installer au Canada. Faut savoir que cette vidéo n'est pas dans le but de te stresser encore plus, mais c'est dans le but de te partager déjà avec toi pour que tu sois en alerte, mais aussi pour que tu puisses faire de meilleurs choix financiers une fois que tu seras sur le territoire, ou même si tu es déjà sur le territoire. Bien que je trouve que la 5e habitude soit assez drastique, pour moi, la 8e est la plus catastrophique. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer de tout ça. Au vu de tous les changements récents et de la situation économique canadienne qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'un Canadien moyen passe en moyenne 30 minutes par jour à réfléchir à sa situation financière. Le stress financier est devenu un élément dans la vie quotidienne du Canadien moyen. Et ce que ça cause pour certains, c'est de la dépression, c'est de l'anxiété, ce sont des pensées suicidaires, c'est de l'abandon complètement. Les Canadiens se trouvent à un niveau où tellement ils sont stressés qu'ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. J'ai été dans cette situation-ci et après avoir fait une introspection, je me suis rendu compte que non, voici des habitudes qu'il faut pouvoir changer dans le quotidien. Et ce sont ces habitudes-là que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Esther Vanessa. Ma famille et moi avons décidé d'immigrer au Canada il y a plus de 5 ans maintenant. Et sur cette chaîne-ci, je partage tout ce dont tu as besoin pour pouvoir non seulement immigrer, mais vivre la vie que tu désires au Canada. Je partage avec toi des idées de business, des idées de mindset pour pouvoir réussir ton immigration parce que je pense que on ne quitte pas son pays à des milliers de kilomètres pour s'installer dans un autre pays et échouer. Le but, c'est de pouvoir réussir là où on n'a pas réussi avant. Donc voilà, dans cette vidéo-ci, je partage ce que j'ai pu apprendre durant tout mon parcours parce que je sais que ça va pouvoir être bénéfique dans ton parcours aussi. Ne pas se payer en premier. Quand je dis ne pas se payer en premier, c'est que beaucoup de Canadiens, quand ils reçoivent leur paye, la première des choses qu'ils font, c'est d'enlever le loyer. Ensuite, enlever la nourriture, enlever toutes les charges qui doivent rentrer dans des dépenses quotidiennes de leur maison ou de leur foyer et penser à épargner le reste. Moi, personnellement, je trouve que cette approche-là n'est pas bonne. Ce qui est recommandé, c'est que lorsque tu reçois ta paye, commence par enlever ton épargne. OK? Donc, supposons qu'aux 2 semaines, tu reçois un 1200 de paye. La première chose, c'est que tu dois considérer combien est-ce que tu dois épargner à la fin du mois. Si tu dois épargner 500 $ par mois, commence par enlever 250 $ de cette paye-là aux 2 semaines et mets-le dans ton compte d'épargne directement. OK? Une fois que tu as sécurisé ton épargne, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu as à la fin du mois en principe pour vivre. Donc, ce qui te reste à la fin du mois, c'est 950 $ aux 2 semaines, c'est-à-dire aux alentours de 1900 $ par mois. Tu dois être conscient du fait que ton loyer ne devrait pas en principe dépasser 1000 $ ou bien ne devrait pas dépenser 950 $. Donc, lorsque tu choisis d'épargner en premier, ça te permet de réguler ton niveau de vie. Alors que lorsque tu choisis de payer tes dépenses en premier, ça réduit ton épargne et ça te met dans un stress financier constant. Et j'ai remarqué que beaucoup de Canadiens travaillent, ils reçoivent leur paye, ils payent les dépenses et ensuite on se dit « Ah, mais qu'est-ce que j'ai travaillé? Finalement, je ne vois pas ce que j'ai travaillé. » Parce que à la fin, tu n'as rien dans ton compte bancaire. À la fin, il n'y a rien que tu puisses même envoyer à ta famille pour pouvoir manger tellement tout ce que tu as travaillé est allé dans les dépenses et Dieu seul sait, nous sommes dans une société de consommation. Tu es poussé de manière inconsciente à consommer le plus possible. Parce que tout est fait pour que tu consommes. Donc, si tu ne penses pas à l'épargne en premier, tu vas te retrouver en train de consommer jusqu'à consommer ton épargne. Et à la fin du mois, tu n'auras rien. Tu seras découragé. Tu vas vouloir abandonner parce que tu te rends compte que tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Alors, la première erreur, c'est de ne pas se payer en premier. Et te payer en premier, c'est tout simplement enlever ton épargne et le mettre de côté et voir comment est-ce que tu peux vivre avec le reste de l'argent que tu possèdes. La deuxième erreur, c'est de faire des achats émotionnels. Je parle ici pour mes filles, ok?
Oh, les dames, venez. Vous faites des achats émotionnels. On comprend tous que ce pays-ci est suffisamment stressant. Je le dis pour moi-même parce que je l'ai fait aussi. Il y a des moments où, surtout en hiver, tellement tu es resté à la maison, tu t'es senti seul, tu t'es senti dépressif, tu t'es senti, c'est froid, c'est pas, tu te dis, ok, moi je vais aller me balader dans un centre commercial. Aussitôt que tu entres dans le centre commercial, tu n'avais pas besoin d'un fond de teint. Mais tu te retrouves à l'acheter. Parce que c'est bizarre. Dès que tu l'achètes, tu as l'impression de te sentir mieux. Avant que je n'émigre au Canada, j'avais jamais eu cette sensation-là. Mais une fois que je suis arrivée ici, je me suis rendu compte de ça. Les gens qui achètent de manière compulsive, des achats émotionnels, c'est-à-dire que tu achètes un bien parce que en l'ayant acheté, ça te fait te sentir bien. Mais en réalité, tu n'en as pas besoin dans ton quotidien. Tu n'en as pas besoin. C'est un exercice à faire que nous devons faire au quotidien pour savoir que est-ce que ce que j'achète, j'en ai réellement besoin. Si je n'en ai pas besoin, je ne l'achète pas. Peut-être ça va m'aider à me sentir mieux, oui, regarde-le juste et ensuite tourne-toi. Et cette discipline-là que lorsque je vais au centre commercial, laisse ta carte de crédit à la maison, ok? Sors pour te balader, laisse ta carte de crédit à la maison. Si ta carte de crédit se trouve dans ton téléphone, laisse ton téléphone à la maison. D'accord? Sors bras ballants. Si tu n'arrives pas à te contrôler et si tu as des achats compulsifs comme ça, laisse tout ce qui te permet d'acheter à la maison. Sors de cette manière. Et puis quand tu arrives à la boutique, tu vas te dire, ah, si j'avais ma carte de crédit, j'aurais pu acheter, mais je ne l'ai pas. Donc, je continue ma route. Ça va vous aider à faire moins d'achats compulsif, d'achat émotionnel, de remplir la maison des choses dont tu n'as vraiment pas besoin. Et après 2-3 ans, quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais avec ça? C'est tout simplement lié aux émotions que tu ressens en cette période précise. Et là, nous sommes en train d'entrer en hiver. C'est une période froide avec des stress saisonniers. Donc, vous savez déjà dans quoi est-ce qu'on va entrer, ok? Je connais des gens qui vont entrer là, ils vont s'acheter 5 manteaux alors que ils n'en ont réellement pas besoin. Vraiment. Un manteau pour cette période, pour cette saison, te suffit. Si tu veux le changer, l'année prochaine, achète un autre. Mais les filles, je vous connais. Aujourd'hui, je veux le manteau qui a la ceinture au rein. Non, ce manteau, s'il est trop gros, il faut que je le change. Ah, je vais prendre un petit manteau qui arrive au rein. À la fin, on se retrouve avec 5-10 manteaux d'hiver différents qui ne servent à rien. Et c'est dans le placard. Ensuite, la saison prochaine, on va acheter un nouveau manteau. Il faut arrêter de faire des achats émotionnels parce que tout ce que ça contribue à faire, c'est de te rendre pauvre. Le troisième point, c'est être économe au point de faire des dépenses supplémentaires. Certaines personnes ne se rendent même pas compte que lorsqu'ils font certaines dépenses, ça génère encore plus de dépenses. Je vais prendre un exemple simple. J'avais l'habitude avant, c'est pas pour faire de la mauvaise publicité, mais c'est juste un exemple. J'avais l'habitude avant, lorsque je voulais acheter des gourdes d'eau pour mes enfants pour aller à l'école, j'allais au dollar. Ok, je vais prononcer tout le nom. Je vais là-bas parce que c'est beaucoup moins cher et puis bon, ça fait le travail. Sauf que je me suis rendu compte que après une semaine, c'est cassé. Pour un rien, c'est cassé. Il faut changer. Ensuite, ça se casse. Avant que l'année scolaire ne soit finie, j'ai acheté au moins 10 gourdes d'eau à bas prix. Et quand je calcule le prix des 10, je serais allé dans une vraie boutique acheter une seule gourde d'eau qui aurait tenu toute l'année. En fait, c'est ça, c'est de faire des achats en pensant que non, je vais acheter moins cher. Donc, comme j'achète moins cher, je fais des économies. Mais ce moins cher-là fait en sorte que vous dépensez beaucoup plus. Donc, quand vous allez faire des achats en pensant être autonome, en pensant être économe, excusez-moi, faites l'effort de ne pas vous retrouver en train d'acheter des choses tellement cheap que ça vous remet dans un processus d'achat constant. Parce que c'est aussi ça le but des fois quand on vend des choses de très basse qualité. Ok? C'est parce que même la personne qui le vend sait que vous n'allez pas tenir longtemps avec. Donc le but, c'est que vous revenez et que vous revenez et que vous revenez et que vous revenez plusieurs fois. Donc avant de faire un achat, quelque part, rassurez-vous que ce que vous touchez, c'est de la qualité et que ça peut vous faire le temps que vous voulez avant de vous lancer dans un autre achat.
Et c'est ça l'erreur des fois avec beaucoup de personnes qui vivent au Canada. C'est quand on se dit, ah non, je vais économiser, surtout les nouveaux arrivants. Je parle surtout aux nouveaux arrivants. Quand ils arrivent, non, non, je veux le moins cher, je vais aller prendre ça. Je veux ce qui est moins cher, je vais aller prendre ça. Et sans s'en rendre compte, vous avez dépensé beaucoup plus que ce que vous aurez dépensé si vous avez vraiment investi dans le bon. OK? Donc, c'est un troisième point sur lequel vous devez faire très, très attention. Dans ce pays, il y a du bas de gamme, il y a du moyen, il y a du bon. C'est valide pour tout. J'ai fait l'expérience avec des gourdes, j'ai fait l'expérience avec des draps de lit et je me suis rendu compte que vraiment, on a souvent très froid en hiver alors qu'il y a des draps qui sont tellement bien de manière à ce que quand tu te couches dessus en hiver, tu ne ressens pas autant le froid. Tu étais couché sur un autre type de drap. Et ces draps-là coûtent beaucoup plus cher. Mais sauf que lorsque vous les achetez, vous allez dormir sur un lit un peu plus chaud et vous serez beaucoup plus à l'aise que celui qui allait acheter un drap beaucoup moins cher, ok? Et qui, à chaque fois qu'il touche son lit, c'est glacé. Il n'arrive pas à se coucher dessus. Donc voilà, c'est ça. Quand vous faites des achats en voulant être économe, il faut surtout faire attention à ce que cet achat-là ne génère pas beaucoup plus de dépenses que ce qui était prévu. Le quatrième point, c'est d'accumuler des abonnements inutiles. Moi, je pense que tout le monde au Canada se retrouve dans ça. OK? Et on vit dans un environnement ou un pays de consommation. L'économie te pousse à consommer. Et il y a des abonnements dont tu n'en as absolument pas besoin, mais dans lesquels tu t'es lié pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Pas parce que tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit non, il faut que je me mette au sport. Vraiment, je dois me mettre au sport. Tu vas en salle de gym, tu prends un abonnement annuel. Parce que tu te dis, non, j'ai la capacité de payer, je suis motivé à bloc, je vais aller en salle de gym. Tu vas en salle de gym 3 fois. Tu ne passes plus. Et tu oublies parce que tu es dans une économie qui tourne. À chaque fois, tu es en train de courir, tu es en train de courir, tu es en train de courir. Il y a un argent qui passe dans ton compte en banque. Tu n'as pas annulé ton abonnement en gym. Et tu te demandes où est passé ton argent. C'est passé dans tous ces abonnements-là totalement inutile. Si tu n'as pas réellement la détermination de faire quelque chose, ne prends pas un abonnement annuel. Vas-y avec un abonnement mensuel sans possibilité de renouveler. Si tu veux le renouveler, va le renouveler toi-même. Si après 1 mois, tu décides que tu ne veux plus le renouveler, c'est bon. OK? Ce sont des décisions comme ça qu'on prend parce qu'on est vraiment motivé à faire quoi que ce soit. Et moi aussi, je l'ai fait. Hein. J'ai pris tellement d'abonnements. Ben, je vais peut-être utiliser telle application pour ma création de contenu. Et puis, je me lance dessus. Et quand tu te lances dans l'application, on te dit, si tu prends un abonnement de 2 ans, si tu prends un abonnement de 1 an, tu as 50% de réduction. Et à un moment donné, tu vois, si je prends 2 ans, j'ai 50% de réduction. Mais si je prends par mois, mais non, je suis convaincue que cette application, s'il va vraiment m'aider dans ce que je veux faire. Sauf qu'après l'avoir utilisé, 1 mois, je me rends compte que non, ça ne m'aide pas. Et quand je retourne pour annuler l'application, il y a des frais qui s'appliquent. Oh non, 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 tu peux annuler, mais ça va courir pendant 2 ans. Il n'y a aucun remboursement. Et tu vois comment tu te retrouves en train de dépenser de l'argent supplémentaire chaque mois, un argent qui aurait pu te servir à autre chose. Tu es en train de le gaspiller dans des abonnements inutiles. Faites très, très, très attention aux abonnements. Très attention. Moi, ce que j'ai fait, en début d'année, je suis repartie dans ma liste, dans mon relevé de notes de carte de crédit. J'ai regardé tous mes abonnements qui passaient. Je suis allée dans le site de chacun et j'ai annulé. J'ai annulé. Il y en a même, j'ai totalement oublié. Récemment, j'ai reçu une notification de l'antivirus dans ma machine. Et puis, je me dis, mais j'ai pas annulé ça? Le renouvellement est passé de manière automatique. Je me suis même pas rendu compte que j'avais pas annulé ça. Mais j'utilise plus cet antivirus depuis 1 an. Mais j'avais pris un abonnement annuel, renouvelable malheureusement. Vous vous rendez compte de comment est-ce que ça peut faire mal lorsque tu essaies de discipliner tes finances et que tu te rends compte que tu as encore des abonnements comme ça totalement inutiles auxquels tu as souscrit? Beaucoup de Canadiens vivent ça. Je vous assure, beaucoup. Donc, faites un effort dans ce sens-là pour réduire vos abonnements. Réduisez-les au maximum. Et si ça ne sert à rien, annulez-les. OK?
N'accumulez pas d'abonnements. Ça va tout simplement contribuer à vous rendre pauvre et rien de plus. Le 5e point qui est pour moi le plus drastique, c'est de rembourser partiellement sa carte de crédit. Oh, quand tu es allé voir ton banquier pour ouvrir ton compte, il t'a expliqué comment ça se passe. Quand tu prends une carte de crédit, tu as 21 jours pour le rembourser. Il faut rembourser le minimum. Quand tu ouvres ton compte bancaire, ça te dit rembourse le minimum et après tu as le temps pour rembourser le reste. Je connais des gens dans ce pays qui sont restés dans une boucle infernale où ils n'arrivent pas à rembourser leur carte de crédit. Tout simplement à cause du minimum. C'est-à-dire que tu t'en vas faire des achats parce que ta limite de carte de crédit c'est de $5,000. Tu vas dépenser 3,000. Et à la fin du mois, tu as juste $1,000 pour rembourser ta carte. Et même les $1,000, tu ne peux même pas les rembourser au totalement. Ils se retrouvent à payer le minimum. Et ensuite, les intérêts s'ajoutent sur le montant que tu n'as pas payé. Et quand les intérêts s'ajoutent sur ce montant que tu n'as pas payé, il faut que tu les payes. Donc, non seulement c'est capital plus intérêt, chaque fin du mois, or ton revenu n'augmente pas significativement. Tu as le même revenu, mais tu as une grosse carte de crédit avec une grosse dette à l'intérieur. Tu as commencé par rembourser le minimum, tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu vas payer capital, intérêt, et tu es obligé à un moment donné de ne payer que les intérêts. À chaque fois que tu payes les intérêts, ça se recalcule. Tu payes les intérêts, ça se recalcule. Tu payes, ça se recalcule. Tu te retrouves avec un capital qui ne finit pas. C'est une grosse erreur. Une grosse erreur. C'est vrai que le crédit est accessible, mais ça ne veut pas dire que tu vas dépenser n'importe comment sans savoir ce que tu peux rembourser et te retrouver dans un cycle infernal où tu rembourses le minimum de ta carte de crédit. Ça, c'est une meilleure manière de s'appauvrir dans ce pays-ci. Si tu veux t'appauvrir le plus rapidement possible, c'est de prendre un crédit que tu ne peux pas payer. Alors moi, je t'encourage à, lorsque tu prends une carte de crédit, dépense la somme que tu as budgétisée pour ta carte de crédit. OK? Si ce n'est pas budgétisé, ne dépense pas. Ne dépense pas au-delà de ce qui se trouve dans ton budget. Et lorsque tu as dépensé, il faut te rassurer que tu as le revenu nécessaire pour rembourser la totalité de ta carte de crédit. Je dis bien la totalité de ta carte de crédit. La 6e erreur, c'est tout simplement de vivre de chèque de paie en chèque de paie sans fonds d'urgence. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un fonds d'urgence, c'est tout simplement tes dépenses multipliées par 6. Donc en principe, tu devrais avoir 6 mois de dépenses assis dans ton compte qui ne souffrent de rien, que tu peux utiliser au cas où. OK? Donc c'est ça un fonds d'urgence. Moi j'entends des gens me dire « Ah, moi j'ai une marge de crédit, vraiment le fonds d'urgence ne me sert à rien. » Est-ce que tu sais quels sont les intérêts que tu peux payer lorsque tu utilises ta marge de crédit? Est-ce que tu prends conscience du taux qui est appliqué sur ta marge de crédit? C'est pas la carte de crédit, hein? Parce que la carte de crédit a un taux. C'est bon, tu peux gérer. Mais la marge de crédit, comment est-ce que tu réussis à rembourser ta marge de crédit lorsque tu n'as pas de fonds d'urgence? Parce que la marge de crédit, tu peux aussi l'utiliser en cas d'urgence, oui. Mais comment est-ce que tu fais pour le rembourser? C'est ça la question. Il y a tellement de décisions comme ça que tu ne devrais pas prendre. C'est pas parce que la banque t'a donné une marge de crédit de $30,000, $20,000 que tu vas l'utiliser au cas où, comme ça. Ça va te produire des intérêts terribles. Tu ne sauras pas comment les payer. Il faut faire très, très, très attention à ça. Donc, même quand tu planifies ta vie au quotidien, rassure-toi que tu as un petit fonds d'urgence dans ton compte qui ne souffre de rien et qui peut te débloquer des situations au cas où. Lorsque tu utilises ton fonds d'urgence, rassure-toi de le remettre à niveau. OK? Donc, tes 6 mois d'épargne doivent être là. Ça ne doit pas bouger et ça va t'aider. Ça va t'aider à te libérer la tête et à ne pas penser comment je vais faire le mois prochain. Comment je vais faire pour terminer mon mois. Est-ce que mon revenu va suffire si telle chose arrive? Est-ce que je pourrais gérer si, je sais pas, l'inflation est arrivée, le coût de la vie est passé à un autre niveau. Il y en a qui tirent vraiment le diable par la queue parce qu'ils n'arrivent pas à tenir. C'est déjà suffisamment difficile pour toi comme ça. Alors moi, je t'encourage à
commencer par te constituer ton fonds d'urgence. Commence dès ce mois, mets quelque chose de côté jusqu'à ce que tu atteignes tes 6 mois de dépenses dans ton compte, qui sera ton fonds d'urgence. C'est une erreur que tu ne dois pas commettre. La 7e habitude, c'est tout simplement de ne pas optimiser ses impôts. Lorsque vous prenez le temps d'aller comprendre qu'est-ce qui se trouve dans la loi, dans les taxes, pour pouvoir optimiser à votre niveau, je vous assure que vous allez tomber des nues de la quantité des dépenses que vous passez, c'est-à-dire sans pouvoir avoir un certain retour dessus. Moi, je vous encourage vraiment à aller vous documenter sur tout ce qui a trait aux impôts, aux taxes qui sont liés aux dépenses que vous effectuez au quotidien dans votre foyer ou dans votre ménage. Ça va vous aider à sauver de l'argent, mais à un niveau pas possible. Vous pensez que les riches font comment? Ils optimisent les impôts, tout simplement. Et c'est pas parce qu'ils sont riches. Vous aussi, à votre niveau, vous pouvez le faire. Cette loi-là, elle est faite pour tout le monde et elle bénéficie à tout le monde. Si tu es sur le territoire canadien, tu es résident permanent, tu es canadien, tu contribues à l'économie de ce pays, tu as la possibilité d'optimiser tes impôts. C'est pas seulement parce que tu as travaillé, je sais pas quoi, 40 000 $ dans l'année, qu'en fin d'année, on va te dire, ok, tu vas payer les impôts et puis c'est tout. Tu n'as pas optimisé. Si tu ne sais pas comment le faire, cherche-toi un comptable. Un vrai comptable qui est vraiment capable de t'aider à y arriver, t'aider à même comprendre comment est-ce que tu vas optimiser tes impôts et t'aider à les faire ou bien les faire pour toi. Il y a tellement de comptables qui te proposent de le faire pour toi dans ce pays-ci. Donc, rapproche-toi d'un comptable et trouve un moyen d'optimiser tes impôts. Je t'assure que tu vas sortir de là gagnant. Et tu ne croiras pas la quantité d'argent que tu seras capable de sauver en optimisant tes impôts. C'est une erreur que tu ne dois plus faire. La 8e habitude que je trouve dramatique. Cette habitude-ci, quand je vois des gens au Canada, et puis je me dis, mais vous comptez sur quoi? Ok, non, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça dramatique. Les choses sont tellement incertaines dans ce pays, ok? On parle de pays d'opportunités, je vous dis la vérité, c'est vrai. Si tu sais trouver les opportunités, tu vas trouver. Si tu ne sais pas trouver les opportunités, tu vas pas trouver, ok? Mais les choses sont tellement incertaines parce que c'est une économie de crédit. La vie que tu vis, en fait, c'est une vie de crédit. Ta propre vie, tu la vis à crédit. Et si tu te rends compte? Donc, quand quelqu'un fonctionne dans cette économie, c'est sans source de revenus alternative. Il ne dépend que de son boulot et de son salaire à la fin du mois. Mais c'est tellement risqué. Après 1 an, 2 ans, il est tout simplement pauvre, en fait. Parce qu'après 1 an, non seulement c'est difficile pour toi d'épargner, tu deviens stressé financièrement, mais même jusque-là, tu n'arrives pas à voir après 1 an réellement ce que tu as fait de toute l'année où tu as bossé durement comme un forcené. Tu ne le verras pas. Cherche-toi une source de revenus alternative. Tu dois commencer à le faire aujourd'hui. Cherche-toi une source de revenus alternative. Dans cette chaîne-ci, je partage tellement d'idées de business en ligne que tu peux lancer, tellement d'idées de business que tu peux lancer, que tu sois au Canada ou ailleurs. Moi, je t'encourage vraiment à choisir parmi toutes ces idées-là. Quelle est l'idée qui te parle le plus? Quelle est l'idée qui correspond à tes valeurs et à tes principes? Et lance-toi. Pas seulement dans cette chaîne, partout. Lance-toi. Tu dois trouver une source de revenus alternative pour pouvoir combler tes creux. À défaut, tu dois te trouver un travail mieux payé pour pouvoir libérer un peu ton stress financier. Ce que je veux dire, c'est quoi? Tu gardes ton même niveau de vie. Tu te trouves un travail mieux payé. Et ça fait en sorte que cette différence de salaire entre ton ancien travail et ton nouveau travail te permet d'être plus calme dans ta tête, d'être moins stressé et de pouvoir voir un certain avenir dans tout ce que tu fais. C'est moi, je t'encourage vraiment à ça. Donc, si te lancer dans un business alternatif, c'est pas pour toi, trouve-toi un travail mieux payé et réduis drastiquement ton niveau de vie pour pouvoir t'en sortir et être content de te réveiller chaque matin pour aller bosser pour ta famille. Sinon, tu ne t'en sors pas. Mais la meilleure des choses, parce que aller chercher un emploi mieux payé là, je suis pas sûre que ça va t'aider plus que ça. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de te trouver une source de revenus alternative
bâtir une entreprise, bâtir ton business sur le côté et trouve un moyen afin que ce business-là puisse t'aider dans ta vie au quotidien. Ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. Mais à partir d'aujourd'hui, dis-toi que l'habitude que tu dois avoir, c'est de ne pas compter sur un seul salaire. Trouve-toi des sources de revenus alternatives. Voilà en gros les 8 pires des habitudes financières que beaucoup de Canadiens font, que toi tu ne devrais pas faire pour pouvoir être libre financièrement dans ta tête et être moins stressé financièrement et au quotidien. Ne pas commettre ces mêmes habitudes-là dans le seul but de t'éviter un stress financier qui va te pousser à l'anxiété, à la dépression et à tout ce que tu connais. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit pouce en l'air et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!